Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour rencontrer ce soir Todd Shepard. Et merci à Todd d'avoir accepté l'invitation. Donc voilà, on va présenter son dernier ouvrage. La discussion elle sera interactive, donc si vous avez une question à un moment donné, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Donc Todd est historien, professeur à l'université Johns Hopkins de Baltimore, donc spécialiste du XXe siècle en France et plus particulièrement de l'impérialisme français et de ses conséquences surtout. Donc Mal décolonisation est votre deuxième ouvrage publié en France chez Payot, après 1962, comment l'indépendance algérienne a transformé la France. Dans cet ouvrage, vous continuez le travail entamé dans le premier livre qui consistait à analyser comment la guerre d'Algérie et ses conséquences ont structuré la France et les débats français de l'après 1962. Alors, je voudrais commencer juste en citant une phrase qui est dans votre ouvrage, qui n'est pas de vous, qui est une citation de Castoriadis. Entre les Algériens et les Français, il y a un couteau. Et ce couteau, c'est tout l'imaginaire français sur les Maghrébins, les Algériens en particulier, à la fois sur le plan du meurtre et sur le plan sexuel. Alors, Mal décolonisation, c'est une analyse justement qui vise à montrer la résurgence d'un orientalisme sexuel à travers l'analyse de la figure centrale de l'homme arabe, omniprésente dans tous les débats de l'après 1962 en France, et notamment toutes les discussions qui ont eu trait à la révolution sexuelle. Vous dites assez clairement à un moment donné, la révolution algérienne et ses conséquences ont façonné la parole sexuelle en France. Alors cette histoire que vous faites et qui mêle politique, pratique culturelle et sexualité permet de mieux comprendre pourquoi, comme vous le précisez, les discours actuels sur la misogynie et l'homophobie censés caractériser les Maghrébins et l'islam occupent une place de choix dans la banalisation des idées d'extrême droite pour certains intellectuels et personnalités politiques. Donc on va, pour revenir un petit peu en amont, je voudrais vous demander qu'est-ce qui fait que vous, jeune historien américain, vous êtes intéressé à la France en général et à cette histoire de la guerre d'Algérie et de ses conséquences en particulier. Voilà, moi j'avais passé du temps en France quand j'étais plus jeune. J'avais passé entre 16 et 17 ans, j'ai fait ma première en France. Donc c'était un échange scolaire, c'est pas vraiment un échange. Moi je suis venu pour passer une année chez une famille française. Finalement c'était deux, parce que j'ai quitté la première famille. Et c'était une famille qui habitait à Saint-Lenoble. Je ne connaissais pas l'Europe et la France, donc je l'ai découvert en partie à Douai. Et ça s'avérait très très vite que c'était une famille FN. Et ça c'était en 1985, donc c'était un peu tôt. Moi j'avais connu un peu, on avait appris parce qu'on avait passé tout le groupe d'élèves américains, un stage, ça c'était dans la Loire, c'était très joli. Il nous a expliqué un peu ce Jean-Marie Le Pen, de la FN, et j'arrive dans la famille. Ils sont FN. Ils sont un peu mélangés, mais c'était marqué aussi, ça m'a marqué au moins, parce que le premier jour, je ne sais pas pourquoi, j'avais parlé de l'empire colonial comme si c'était quelque chose de mauvais. Et moi, je venais d'une famille de droite américaine. Moi, j'étais réganien à l'époque, à 16 ans. Donc, c'était pas du tout radical pour moi, c'est juste une évidence. Et lui, il était, non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de raciste à dire que les Arabes sont des voleurs ou que les Noirs sont paresseux, parce que c'est juste des faits. Moi, je savais qu'il y avait une racisme anti-black américain très fort, mais la question arabe, ça, j'étais là, c'est bizarre. Pourquoi ils s'occupent des Arabes? Qu'est-ce qui lui intéresse de cette question-là? Et puis après, j'ai passé quelques mois chez eux et ça n'a pas très bien marché. Donc, je suis parti. Et je crois que j'ai pas mal appris de ce moment. J'y resté en France, chez une autre famille. Et puis après, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir vraiment avec la France. Je suis revenu en France, un peu. Mais ce qui m'intéressait, c'était plus des questions de genre et de sexualité, de féminisme, ce qu'on appelle le queer studies, sur les questions homosexuelles. Mais des gens m'avaient poussé à postuler pour une poste, pour des bourses, pour faire un doctorat. Si je voulais faire un doctorat en histoire américaine, ça serait plus facile de faire en histoire française comme j'avais le français. Donc il fallait trouver un sujet et c'est là où je suis tombé sur l'histoire de la guerre, la fin de la guerre d'Algérie, qui était donc finalement est devenu le base de mon premier livre. Et là, j'ai retrouvé, pour moi, c'était des thématiques et des questions donc c'est dans le premier livre que j'ai retrouvé dans les questions, les questionnements féministes sur le genre, sur l'homosexualité, sur le queer, la sexualité qui se posaient aux États-Unis dans les années 90. Donc un effort de penser les limites d'une démarche, disons, communautariste, aussi, mais en même temps d'essayer de garder ce qui avait d'intéressant. Donc l'esprit critique, la nécessité d'explorer des questions qui ont été marginalisées et sortir des histoires des gens qui ont été marginalisés, mais les limites aussi des gens étaient beaucoup plus diverses que ces catégories. Donc, épistémologiquement, ça ne tenait pas nécessairement de parler des homosexuels, des blacks, des femmes.
et de parler aussi politiquement, que c'était facile quand des gens exigeaient une reconnaissance de leurs différences, qu'on pourrait les marginaliser, les ghettoiser, et qu'on voyait que c'est ça qui arrivait. Donc on essaie de penser autrement. Donc la question algérienne, pour moi, la fin de la guerre d'Algérie, se posait au début des années 90. Ce qui m'intéressait, c'est comment on arrivait à expliquer que les Algériens n'étaient pas français. Donc on insistait, ça s'avère qu'ils étaient français, l'Algérie était française. Et dans les années 90, de dire qu'un Algérien ne pourrait pas être français, c'était d'extrême droite. Alors qu'à la fin des années 50, c'était quelque chose que seulement quelques personnes à l'extrême gauche en France, et bien sûr beaucoup d'Algériens, prétendaient ou insistaient. Donc comment ça peut changer d'un propos d'extrême gauche vers un propos d'extrême droite, etc. Donc j'ai exploré ça dans le premier livre, et c'est là où je suis tombé sur énormément d'archives, de données, de discussions qui avaient une connotation ou qui étaient explicitement sur le sujet de la sexualité, et surtout des questions du genre, et notamment des questions de la virilité. Qu'est-ce que c'est d'être un homme? Et ce qui m'a interpellé, c'est à quel point personne n'en parlait. Comme avec le premier livre, c'était beaucoup sur le fait qu'en fait, si on regarde à la fin de la guerre, il y a énormément d'archives, de documentation du gouvernement français, jusqu'à 62, jusqu'à la mi-62, qui insistent, les Algériens sont 100% français, on va leur donner plus de droits, plus de droits, plus de droits, et les historiens n'en parlaient pas. Et c'est intéressant dans un contexte actuel, comment on nie, on efface cette histoire française, où l'Algérie jouait un rôle important dans l'histoire française, mais aussi bien avec ces questions sexuelles et genrées et sur la virilité, pourquoi on n'en parlait pas. Donc ça, c'est le début de comment j'essaie de poursuivre ça. C'est-à-dire, je me suis concentré sur les rapports franco-algériens, que ça s'avérait très intéressant d'un point de vue américain, un point de vue très différent de ce qu'ils proposaient les historiens français. Et là, en passant dans ces questionnements, je trouvais aussi plein de choses qui revenaient sur des intérêts que j'avais avant. Et donc là, j'essaie de commencer de puiser ça. Donc, le livre qui s'en sort, c'est finalement plus vers l'après-guerre. J'avais beaucoup étudié pendant la guerre, pendant la révolution algérienne. J'avais trouvé pas mal de sujets. J'ai finalement mis plutôt de côté pour essayer d'explorer des choses qui sortent dans les années 60 et 70. Et là, c'était aussi juste une série de questions qui, au début, n'étaient pas nécessairement le sujet. Le sujet n'était pas l'homme arabe en France. Au début, j'ai fait un travail sur l'extrême droite. En 68, donc c'était 2008, il fallait parler de 68, et je me suis dit, très peu d'historiens explorent l'extrême droite, donc 68, je vais faire quelque chose sur l'extrême droite, parce que comme ça j'aurais un sujet qui pourrait être, il n'y aurait pas d'autres historiens dessus. Et là, je trouve, en fait, c'était pas simplement l'héritage de la guerre d'Algérie, c'est ce que je supposais allait être là, mais c'était vraiment sur des questions pas seulement sexuelles, mais sur la virilité, une espèce de concurrence entre hommes, avec bataille de virilité. Et quelque chose d'assez intéressant, un basculement qui pour moi suggérait comment l'extrême droite revenait vers une discussion plus large. Parce que l'extrême droite, une des choses intéressantes, c'est après 62, où l'extrême droite s'est mise presque tout entière dans la soutenance, dans l'idée de l'Algérie française, à côté de l'OS, un organisme terroriste qui essaie de maintenir l'Algérie dans la France. Donc, après 62, l'extrême droite était encore plus marginalisée en France qu'après 45. En 45, même très vite après 45, il y a plein d'hommes politiques qui ont été des collabos à Vichy ou à Paris, qui reviennent, qui sont élus, qui forment des alliances avec d'autres hommes politiques. Alors qu'après 62, des gens qui ont soutenu l'Algérie française à la fin, surtout avec les derniers mois, étaient totalement marginalisés. Donc personne ne les soutenait, etc. 68, ce que je trouvais, c'est une façon, la fixation que l'extrême droite avait sur les questions sexuelles leur permettait, c'est une histoire assez compliquée, de revenir et de produire des liens avec l'extrême droite, avec la droite plus classique. Puis j'avais fait un autre travail sur le mouvement homosexuel au début des années 70. Il y a un mouvement en particulier qui est intéressant, qui s'appelle le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et là, c'est en avril 71, ils font un premier manifeste. Et le premier manifeste, c'est en avril. Donc en mars 71, il y a un manifeste très important dans l'histoire française, qui est le manifeste des 343, qui disent qu'elles ont avorté. Donc c'est très vite appelé, tagué comme le manifeste des 343 salopes.
Donc, un mois après, ce mouvement le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui était lui-même fondé presque entièrement par des femmes, il faut dire les lesbiennes, des militantes, fait un manifeste qui est « Nous sommes plus que 343 salopes, nous nous sommes fait enculer par des Arabes. Parlons-en à votre camarade arabe, est-ce que le Nouvel Obs va le publier, blablabla. » Et donc, et tout autour, c'est dans un numéro spécial d'une revue gauchiste très importante, qui s'appelle Tout. Il y a à peu près 50 000 exemplaires, donc c'est assez important, populaire. Ça circule pas mal. Et il faut noter, ça a été interdit très vite par le gouvernement. C'est une des seules revues de publications explicitement politiques à être interdite par le gouvernement français pendant les années 70. Une des seules autres, c'était une autre publication liée au phare, qui sort quelques années plus tard, à la fin, en 73, qui s'appelle 3 milliards de pervers, la grande encyclopédie des homosexualités. Et là, la partie centrale, donc il y a plusieurs parties, il y a une partie sur le sadomasochisme, sur les lesbiennes, sur la pédophilie, et la partie centrale et la plus large s'appelle Les Arabes et nous. Le nous étant les homosexuels. Donc, entre ces deux publications, je me dis, pourquoi personne n'en a parlé de ça? C'est un sujet, donc on cite le titre du premier manifeste pour un peu rigoler, ou je sais pas quoi, mais personne n'explore qu'est-ce que ça a de contenu. Donc, je me suis dit, ok, je vais quand même explorer le contenu. Et donc là, je commençais à dire que c'était un sujet plus large, que ça pourrait être un livre. Donc après, je commençais à me tourner vers des sujets différents, donc des grands débats de la révolution sexuelle en France. Donc il y avait mai 68, le mouvement homosexuel. Et là, finalement, tous les grands débats que j'ai regardés, il y avait la question arabe dedans, et surtout l'homme arabe. Et c'est ça qui est assez spécifique. Il fallait que je coupe énormément de chapitres sur d'autres débats, et de me concentrer sur plusieurs. Donc c'est ça le début, et là, finalement, j'ai trouvé beaucoup. Comme vous l'avez dit, l'extrême droite en France en 62 est totalement affaiblie. Comment elle va se servir justement de l'homme arabe et de la menace qu'il représenterait, surtout sexuelle, pour justement reprendre pied dans le débat public et essayer de conquérir un peu à nouveau les esprits? M'intriguait quand je regardais pendant la guerre elle-même, c'était de voir les stéréotypes orientalistes, c'est-à-dire des espèces de préjugés qui ont une longue vie, ça fait des siècles, mais surtout, en particulier depuis la conquête d'Alger en 1830, qu'on a ces stéréotypes qui reviennent, qui se renforcent, qui se répètent. Mais des hommes, disons européens, ou métropolitains au moins, en France, s'accusaient mutuellement. C'est-à-dire la droite accusait la gauche, et la gauche accusait la droite dans des termes orientalistes, sur la sexualité masculine. Donc l'exemple le plus connu, et c'est assez rassurant, c'est Jean-Marie Le Pen qui dit « Les intellectuels français soutiennent la FLN parce qu'il veut se faire prendre, il veut baisser la culotte, ils ont envie d'être pris. » Mais ça s'avère que l'extrême gauche faisait exactement la même chose. Disait, c'est ce qui explique la torture, par exemple. Si on regarde les textes comme La gangrène ou La question d'Henri Allègre, il y a des accusations très très claires sur les tortionnaires, ce sont des sadiques, homosexuels, des hommes mous qui manquent de virilité et qui la cherchent chez l'homme arabe, chez le fédéine, chez le résistant qu'ils cherchent. Et donc ils vont accuser les intellectuels de droite qui les soutiennent de manquer, d'être pas capables, d'être virils, etc. Donc donc là dans le premier livre, j'en ai parlé pas mal dans une discussion sur les pieds noirs. Comment à la fin de la guerre, à gauche, mais aussi plus largement, parce que comme j'ai dit, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est qu'il n'y avait pas d'explication claire à la fin de la guerre de pourquoi les Algériens n'étaient pas français. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Mais là, il y avait des explications très claires pourquoi les pieds noirs n'étaient pas français. Vous parlez de quelle guerre? La fin de la guerre d'Algérie? La guerre d'Algérie, moi. Oui. C'est la révolution, disons. La révolution algérienne. Donc à la fin, les pieds noirs à la fin, disons 60, 61, 62, notamment dans un livre de Pierre Nora qui s'appelle Les Français d'Algérie, c'est le plus clair que j'ai trouvé. Donc on va expliquer que ce qui différencie les Français des pieds noirs, c'est que eux ils ont un rapport abnormal à la masculinité, à la virilité. Ils sont soit hyper virils, obsédés par la virilité, de se montrer viril, par la violence. Donc c'est ce qui explique l'OS, la torture, même peut-être tout ce qui se passe en Algérie. C'est la faute des pieds noirs. Donc c'est un groupe qui ont créé une ambiance hyper virilité débordante qui n'est pas du tout français. Ou soit ils sont des éphèbes. Donc, Nora les décrit avec les libéraux qu'il rencontre. Les libéraux chez les pieds noirs sont des
C'est ce qu'il appelle les tapettes. C'est les seuls qui trouvent qu'ils sont un peu du côté libéral. Donc ouais, c'est des accusations mutuelles. Donc à la fin de la guerre, ce qui est très intéressant, c'est au moment de la défaite, l'extrême droite est donc confrontée avec cette chose incompréhensible, comment la France a perdu. Et c'est ce qu'ils vont essayer d'expliquer, c'est comment la France se fait humilier. Donc l'humiliation va être décrite en termes de viol. Si on va avoir beaucoup de descriptions dans la presse d'extrême droite, du transfert de pouvoir entre l'armée française et la FLN, les forces de l'ALN, ils vont dire, c'est ce que la presse nous cache, c'est les viols. Les soldats français, donc c'est pas les femmes, c'est les soldats français sont en train d'être violés par les forces du FLN et on ne nous dit rien. Ils vont même utiliser le terme de la gangrène. Ils vont dire dans d'autres tons, donc comme la gangrène, la torture, c'était quelque chose qui révélait quelque chose qui n'allait pas en France, qui clochait en France profondément. Ces viols-là, ces viols sodomites, sont emblématiques de quelque chose qui ne va pas en France. Ça arrive à d'autres moments, mais là, c'est les accords d'Évian, étant le corps à corps de Sodome. Donc, ils vont dire, les accords d'Évian produisent la perversion. Et c'est une perversion qui explique à la fois par les deux choses en jeu. Et ça va être continuel à l'extrême droite. À la fois, l'animalité algérienne. Donc, eux, ce sont des hommes ultra-violents, qui se maîtrisent pas, qui prennent tout, qui baisent tout, qui enculent toute personne. Et enfin, c'est la lâcheté française. La France se comporte en femelle, en chien, en chienne. Charles de Gaulle en personne, c'est l'emblématique de ça. C'est quelqu'un avec... Donc, c'est des dessins animés qui reviennent sur Louis-Philippe, dans l'espèce de corps à la poire. Et donc, on le présente comme quelqu'un qui est profondément féminin et qui, donc, incapable d'être un homme. Donc l'extrême droite doit expliquer comment la France a perdu aux gens qui devraient maîtriser, qui devraient gouverner, dominer, donc les Arabes, les Algériens. Donc on va, pendant toutes les années 60, parler de ça. Essayer d'expliquer dans des termes sexuels, et on le retrouve très très clairement dans les livres, même récents, de Patrick Puissant. Donc, il n'était pas là, mais on sait qu'il était là, mais ils ont que l'explication, il n'y a pas une explication soit de l'histoire coloniale et la révolte contre la domination coloniale. Il n'y a pas une explication du changement dans le monde. Il n'y a pas une explication d'intérêt national, des raisons d'État. La seule explication qu'ils trouvent à l'extrême droite, c'est une faiblesse morale qui s'expose, qui se montre dans une incapacité d'être homme. Donc, ils vont travailler ce terrain. Donc, pendant toutes les années 60, on va le voir constamment, mais il y a deux tendances qui émergent. Et là, c'est pourquoi 68, c'est important. Donc, celle qui fixe la perte de l'Algérie, qui est très rancunière, constamment pointée, comment ils ont lâché, ils ont abandonné les pieds noirs, les harkis, les paras, mais ils se sont soumis, le gouvernement français, le peuple français, devant les Arabes. Ils ont abandonné. Ils n'ont pas la capacité de résister. Mais il y a une deuxième qui essaie de retravailler ces mêmes termes, mais d'en parler de la France. De dire, le passé, il faut arrêter de parler du passé, il faut parler du présent. Et donc, dans les deux volets, disons, deux versants, il faut que l'extrême droite parle de l'actuel. Parce que si on continue de parler à l'extrême droite du passé, qu'est-ce que doit avancer? Donc, il propose le thème de l'invasion algérienne de la France. L'invasion algérienne de la France, c'est ce qui sert aussi, c'est le deuxième volet, envers le peuple français. Arrêtons de raconter ces histoires de la colonisation, de la victimisation des Algériens par les Français. Parlons de la colonisation actuelle de la France par les Algériens et de la victimisation des Français par les Algériens. Donc la criminalité va être au centre de cette explication que les Français sont en train d'être envahis et victimisés. Et plus spécifiquement, c'est la violence sexuelle. C'est-à-dire le vice en général, les maladies vénériennes, le viol, la violence, la drague homosexuelle. Ça va être quelque chose qui est importé en France avec les Algériens, spécifiquement les Algériens, mais on va commencer à parler en termes d'Arabes. Et c'est un effort, et c'est des gens qui proposent ça sont assez connus. Plus tard, c'est ce qui va devenir la nouvelle droite. Donc, les personnes les plus connues, il y a un type qui s'appelle Jean Mabir, romancier, mais le plus connu, c'est Alain de Benoît, qui est toujours parmi nous. Dominique Vénère, qui s'est fait suicider à l'hôtel de Notre-Dame en 2013.
avec un appel vers le Manif pour tous, et un appel aux manifestants de Manif pour tous de regarder vers Renaud Camus. Donc, il fallait sauver la famille et empêcher l'invasion afro-maghrébine de la France. Donc, c'est eux qui vont proposer l'invasion algérienne de la France. Et c'est en 68 qu'on va un peu voir une synthèse de ces propos. Ou avec 68, ce qui est très drôle, bizarre en fait, c'est que l'extrême gauche, l'extrême droite, juste avant, à la 67, début 68, s'est fixé sur l'université de Nanterre. Donc, il décrivait parce qu'il y avait beaucoup de discussions sur les problèmes au campus de Nanterre avant mai 68. Mais pour l'extrême droite, la cause était à la fois les habitants autour de bidonville, les Algériens, et les étudiants algériens à l'intérieur de l'université, qui avaient prêté leur chambre à la prostitution, des proxénètes qui faisaient des prostitutions, il y avait la prostitution pédophile, et ils abordaient et violaient des étudiantes françaises, etc. Donc ça répète les mêmes histoires. Et puis l'autre objet de leur intérêt en 66, celui-ci, c'est le théâtre de l'Odéon. Le théâtre de l'Odéon, parce qu'ils ont mis sur scène Paravent de Jean Genet. Donc c'est une pièce qui se passe en Algérie pendant une guerre où il y a beaucoup de questions à la fois de la sodomie, de l'anticolonialisme, d'une critique du colonial, mais aussi beaucoup de sexualité, de la prostitution, etc. Et pour eux, c'était emblématique du fait que la France n'était plus normalement constituée. La France était devenue abnormale. Donc ça, c'est une citation de Lucienne Rabaté. La France n'est plus normalement constituée. Donc quand mai 68 arrive, ils sont fous de joie. D'abord parce qu'eux, ils attendaient que la fin de la Cinquième République, c'était une lâche femelle incapable de se gouverner. Et là, ils étaient en train d'être renversés. Et dans les sites même qu'eux, ils avaient ciblés. Donc ils sont obsédés par le théâtre de l'Odéon. Donc le théâtre de l'Odéon est pris et occupé par les étudiants qui l'utilisent comme une sorte de libre parole pour expliquer ce qui va se passer dans la révolution à venir. Et eux, ils sont c'est bien, ils ont pris le théâtre de Genet. Et ils ont montré à quel point aussi Malraux, De Gaulle, tous ces gens sont incapables. Mais très vite, ils essaient de trouver autre chose parce qu'ils sont à la fois dégoûtés. Ces gauchistes sont là, donc ils font des comparaisons avec 62 et surtout avec l'OS. Ils disent l'OS, c'est des vrais patriotes. Et eux, ils étaient prêts à faire la révolution. Ils ont utilisé la violence, alors que ces gens-là sont des lâches. Et c'est pas simplement des lâches. Les termes qu'ils utilisent sont très clairs. Ce sont des minés, donc des petits minés, des minés marcusiens, des minés nanterres, des minés et des minés qui sont accompagnés par des femmes. Donc, c'est-à-dire incapables d'être révolutionnaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent rien des révolutions. Mais ils fixent sur les femmes et les minés, donc les hommes incapables d'être hommes, et ils les lient directement à l'invasion arabe, notamment autour du figure de Genet. J'essaie de montrer ça, mais il y a d'autres discussions. C'est ce qui est très utile, c'est-à-dire parce qu'ils arrivent donc à déplacer le problème français. Le problème français jusqu'à là, c'était De Gaulle, la Cinquième République. Incapables et qui ont laissé envahir la France par les Arabes, les Algériens notamment. Et là, il peut cibler les gauchistes. Donc, ça va devenir ça va prendre corps de cette discussion qu'ils avaient sur l'invasion algérienne de la France, notamment les liens qu'ils avancent constamment, la criminalité supposée de ces immigrés, et notamment les criminalités sexuelles qui sont là. Ils passent en abandonnant la fixation sur De Gaulle, pas totalement, en laissant tomber ça et de fixer sur le danger gauchiste et les liens entre gauchistes et soi-disant arabes, ils ouvrent la possibilité de se relier à une droite plus classique, surtout une droite gaulliste. Donc ça crée des liens très forts et c'est ce qui ressort très vite, c'est une explosion pas seulement des discussions anti-arabes, notamment anti-algériennes, mais une violence. Donc, l'été 70, 71, une explosion de violence anti-algérienne, notamment dans le sud de la France, mais aussi à Paris. Donc voilà. Donc ça, c'est une des grandes, des efforts de resituer la question orientaliste et l'orientalisme sexuel dans une France après Empire. Parce que ça, c'est une des choses que j'essaie d'explorer, c'est le fait que beaucoup de ces stéréotypes existent depuis longtemps, mais comment on les redéfinisse après l'Empire a disparu. Voilà, ça c'est un. Du coup, oui. Quel est l'homme arabe que l'extrême gauche va, elle, mettre en avant? Il y a un autre homme arabe, et c'est aussi lié à ce que j'essaie de suggérer, ou de montrer peut-être. C'est à quel point la révolution algérienne a joué un rôle dans la révolution sexuelle plus largement. Parce qu'on sait, sur la question des femmes, la question du voile
le voile, le dévoilement en mai 58. Et aussi dans beaucoup de textes, comme j'ai dit déjà, sur la torture, les questions de virilité. Donc, c'est ce qui m'intrigue beaucoup, c'est avec quelle efficacité les anticolonialistes autour du FLN, donc Frantz Fanon notamment, mais d'autres aussi, montrent que la France prétend qu'elle amène la civilisation, et notamment qu'elle amène la civilisation en Afrique du Nord sur les questions de, moi j'appellerais de genre, les rapports entre hommes et femmes. Il y a quelque chose d'abnormal chez eux, ils n'arrivent pas à se contrôler sexuellement, les hommes sont débordants, soit ils sont hyper faibles, soit ils sont hyper virils, les femmes elles se cachent, ou soit elles sont des prostituées, il y a quelque chose qui ne va pas, et la France va ramener la normalité, donc l'hétérosexualité normale, etc. Et Fanon et d'autres montrent que non, c'est ce qui font vraiment, c'est ce qui déforme les rapports entre hommes-femmes, comment des gens soient hommes ou soient femmes, c'est la domination coloniale, c'est-à-dire c'est le pouvoir. Donc ils montrent très clairement que les questions de genre et les rapports entre les hommes et les femmes, et même des questions sexuelles, sont politiques. Et pour moi, c'est très important, ça pose les bases de ce qu'ils vont dire à la fois des féministes et aussi des libérationnistes de la question sexuelle, des révolutionnaires sexuels, qui vont insister sur l'importance de la définition politique des questions sexuelles et genrées. Mais plus spécifiquement, donc, cet homme héroïque algérien va émerger comme un modèle de comment être viril dans le monde. Comment défendre sa famille contre la torture, comment résister contre l'oppression d'une puissance capitaliste, impérialiste, etc. Et comment vaincre. Donc l'image la plus connue, c'est dans la bataille d'Alger, c'est par exemple la quatrième de couverture du livre, elle est la pointe, mais il y a d'autres figures de ces hommes qui résistent et qui vainquent la France. C'est quelque chose qui doit être répudié, rejeté par l'extrême droite. Mais après 68, et même pendant 68, on voit l'extrême gauche en général, surtout la nouvelle gauche, tourne vers la révolution algérienne et proposer cet homme héroïque algérien ou l'homme héroïque arabe comme un modèle. C'est ce qui va être lié à toute une discussion autour de la révolution arabe, qui aussi va être assez important au début des années 70. L'idée qu'il y a une révolution arabe, avec au début ses fondements, plutôt la révolution algérienne, mais aussi un peu Nasser quand même en Égypte, les questions de le Sahara occidental, des débats internes en Algérie, mais surtout au début des années 70, la question palestinienne. Donc une nouvelle révolution, un modèle révolutionnaire. Donc ça va être important à gauche, à l'extrême gauche en général, pour essayer de trouver une porte de sortie du quiétisme, les accusations contre la classe ouvrière de ne pas être à l'auteur, d'être trop assommé par le consumérisme. Donc on va chercher des nouveaux groupes révolutionnaires, des nouvelles franges notamment de la classe ouvrière, donc les travailleurs immigrés. Mais on va particulièrement regarder vers le travailleur arabe, comme quelqu'un qui pourrait apporter la révolution. Et ça aussi, pas simplement en général dans la révolution, comme vision ou comme propos, mais spécifiquement sur les questions de genre et de sexualité. Donc on va dire, à la fois chez les féministes et chez les libérationnistes gays, qu'en regardant vers l'homme arabe, vers la vision de l'Algérie, vers le Maghreb, il y a d'autres façons d'imaginer le monde, et surtout il y a des façons de révolter contre des choses qui existent, et de mettre en cause des systèmes actuels et proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est ça que je vais explorer, que j'essaie d'explorer, c'est comment ces mouvements, notamment les féministes et les libérationnistes gays, essaient de se modeler, de prendre comme exemple et inspiration la révolution algérienne, la révolution arabe, le travailleur immigré en France, et le fait par le biais de l'homme arabe comme modèle, l'homme arabe héroïque. Et une grande partie de l'histoire que j'essaie de tracer dans ce livre, c'est l'épuisement de ça, les difficultés que ça leur pose et comment ils abandonnent, que ça devient trop difficile de tenir. Donc il y a deux histoires qui sont en parallèle et qui sont en débat dans les années 60 et 70, celle qui émerge à l'extrême gauche, celle qui émerge à l'extrême droite. Celle de l'extrême gauche s'épuise pendant un certain temps. Celle de l'extrême droite, pas vraiment. Du coup, tout cet orientalisme sexuel, vous l'appelez, vous développez un concept que vous appelez l'érotisme de la différence algérienne. Est-ce que vous pourriez expliquer, plutôt résumer, parce que ça représente quand même 3 ou 4 chapitres du bouquin,
comment cet érotisme-là va structurer des questions sexuelles centrales qui sont des débats très importants dans les années 70, la prostitution, le viol et sodomie. Oui, donc c'est ce que j'essaie de... En général, ça ressemble énormément à l'orientalisme sexuel en général. La spécificité, c'est un effort de penser ça dans un contexte spécifiquement français, c'est-à-dire métropolitain et pas colonial ou pas ailleurs. Donc c'est en France. Bien que ça a toujours un lien très, très clair. On dit arabe, mais tout le monde dit constamment, on dit arabe, c'est bien évidemment c'est les Maghrébins, même si on dit étrangers en France à ce moment. Ils parlent d'étrangers, c'est les Maghrébins. En fait, c'est pas vraiment les Maghrébins parce que les gens aiment bien les Marocains et les Tunisiens, ce sont les Algériens. C'est les Algériens qui posent problème. Donc il y a toujours cette référence à l'histoire, à l'humiliation ou à la victoire de la révolution algérienne. Donc l'érotisme qui est de spécificité, donc c'est à la fois de penser ça dans le contexte français, bien qu'avec référence ailleurs. Deuxièmement, c'est ce qui est spécifique au moment, mais je crois que mon idée c'est que ça continue, mais dans les années 60 et 70, que ça fixe sur l'homme plutôt que la femme. Et ça c'est assez atypique dans l'histoire de l'orientalisme sexuel. C'est la femme musulmane, la femme voilée, la femme arabe, qui a tendance à capter l'attention des observateurs occidentaux. Et dans le cas de l'homme plutôt que la femme, c'est l'homme hyper viril. Alors que normalement, dans l'orientalisme, qui est toujours dans l'excès, il n'y a jamais, l'orientalisme, c'est toujours les autres sont soit géniaux, soit horribles, soit ils sont donc des violeurs, des brutes, ou normalement il y a les faibles. Donc c'est-à-dire le garçon arabe, efféminé, etc. Et donc ça aussi, c'est une figure comme la femme, qui est plutôt pas très présent, nettement moins présent dans ce moment. Mais un autre élément, c'est qu'à gauche, l'arabophilie, parce que là aussi, il y a toujours dans l'orientalisme l'arabophilie ou l'islamophile, bien que la plupart soient avec l'amophobie ou l'arabophobie. C'est comme l'antisémitisme, il y a toujours le philosémitisme, l'antisémitisme, ça va ensemble. C'est-à-dire, les autres sont soit encore une fois, c'est toujours des extrêmes. Mais là, c'est politique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas normalement dans l'histoire de l'orientalisme, et même depuis, souvent, des gens qui disent, voilà, le monde arabe, les musulmans, c'est génial parce qu'ils ont un contact avec la nature, ou un contact avec la spiritualité, des choses vraies de la vie, ils sont pas dans le matérialisme comme les occidentaux. Ça a tendance à dire quelque chose de statique, d'éternel, d'essentiel chez les autres. Alors que là, à ce moment, c'est comme, ils essaient de dire que c'est très politique, la révolution arabe comme quelque chose qui est une vision politique, qui n'est pas nécessairement nécessaire dans tous les temps. Mais ce qui est remarquable, c'est à quel point les gens sont intéressés par ces questions, qui s'excitent au sujet de cette question. Et donc c'est ça, donc j'essaie de tracer, donc dans la deuxième partie du livre, c'est vraiment au début, c'est la question de prostitution. Donc comment, juste après l'interdiction des maisons closes, on commence à fixer sur la figure du proxénète. Donc il n'y a plus de madame, avec les tendances du bordel ont soi-disant disparu. Donc on fixe sur le proxénète. Et c'est au même moment qu'on commence, donc c'est à la fin des années 40, et ça devient encore plus fort pendant la guerre d'Algérie, le proxénète algérien. Le proxénète algérien. Donc on a eu une constante discussion sur ça. Pendant la guerre et après, par exemple, pour revenir sur Aller la Pointe, qu'on voit dans le film La bataille d'Alger, dans la propagande française, c'est toujours une proxénète. C'est pas un ancien petit criminel ou une petite frappe, c'est une ancienne proxénète. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film. Il y a une scène très importante qui met en question, il approche au nom du FLN, de l'organisation, une proxénète dans le Casbah. Il lui dit d'arrêter, le type refuse et il le fusille. Donc, il le tue au nom de l'organisation, au nom de l'imposition d'une morale anticoloniale et islamique qui va assainir le pays. Pour la France, c'est juste une concurrence entre proxénètes. Donc, encore plus largement, on va expliquer, et ça a été repris par plein d'historiens, soi-disant sérieux, que le FLN était financé en grande partie par la prostitution en France. Que les proxénètes algériens ont pris la main sur la prostitution française, et c'est comme ça qu'ils financent leur lutte. Donc, les porteurs de valises, donc ces Français qui portaient de l'argent qu'ils portaient, c'était de la prostitution. C'est ça qu'on va expliquer, et on va continuer de l'expliquer, même dans les livres d'histoire. Donc, c'est assez intriguant. Et on va avoir, une des premières personnes qui explique ça, c'est à la fois il y a une personne qui le fait au grand public, c'est dans la presse de l'extrême droite. Il y a Jean-Marie Le Pen, député, qui explique ça devant l'Assemblée nationale en 57.
Et puis, c'est mené vers un public plus large par un type qui s'appelle Jean Céleste, qui est un militant contre la prostitution. C'est un abolitionniste qui veut interdire la prostitution, veut mettre fin à la prostitution. C'est une catholique sociale, assez anti-impérialiste, explicitement anti-raciste, mais qui fixe sur le supposé lien entre la FLN et la prostitution en France, et donc le contrôle des proxénètes algériens sur la prostitution française, pour dénoncer la prostitution, pour expliquer aux Français pourquoi il faut interdire la prostitution, il faut l'arrêter. Donc ça, c'est une des thèmes, et ça continue pendant toutes les années 60-70, donc on trace la question du proxénétisme, comment des gens expliquent qu'ils ont pris la main sur la... Donc il y a plein d'histoires de comment ils ont pris le contrôle de la prostitution française, bien que les archives de la police que j'ai consultées montrent très bien que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est absolument faux. Donc ils sont constamment en train d'enquêter sur ça, ils disent non, mais c'est pas vrai, mais les gens disent ça quand même. Et puis aussi la question des clients. Dans les années 70, surtout, on va fixer sur ce qu'on appelle les maisons d'abattage, des bordels de misère, surtout le lieu emblématique, c'est la Goutte d'Or, pour beaucoup décrire à quel point la France doit, donc si la France est prête à avoir des immigrés sur son sol, il faut leur donner des moyens d'assouvir leurs besoins. Donc c'est ça la prostitution, donc c'était toute une fabrication d'images, de descriptions, etc. Et donc le troisième élément qui m'intéressait, qui m'a beaucoup intrigué, c'est la traite des Blanches. Donc on revient dans les années 70 envers toutes les discussions sur la traite des Blanches, où c'est toujours à la fois des esclavagistes arabes, et normalement ils sont envoyés dans le Maghreb, ou des fois dans les pays arabes en général, à l'Argentine aussi des fois, mais donc c'est presque toujours les esclavagistes arabes. Donc comment une histoire de traite des Blanches qui a historiquement été plutôt, les accusés étaient les Juifs, ou les gens de l'Europe de l'Est, là ça devient vraiment les Algériens, les Arabes, etc. Donc ça, c'est une des choses où j'essaie de trouver comment des gens, à la fois de l'extrême droite, mais beaucoup à gauche, donc ces catholiques sociaux, qui s'occupent beaucoup de questions sociales, donc s'excitent et c'est que d'autres s'excitent sur ces histoires. Ils sont très intrigués, donc ça attire l'attention. Donc un autre élément qui m'intriguait beaucoup, c'est les discussions sur la sodomie. Donc l'exemple le plus connu, en général, c'est le dernier tango à Paris, le film de Bertolucci, où il y a une scène, la scène du beurre, très important. On a rediscuté récemment autour du viol éventuel de Maria Schneider par Marlon Brando, l'acteur. Et l'autre exemple qui est un peu connu, c'est dans le livre sur la volonté de savoir, le premier tome de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui sort dans ces mêmes années, en 76, où là, il parle du passage du sodomite à l'homosexuel. Et donc, c'est ce que j'ai en fait trouvé, c'est qu'il y avait énormément de discussions parmi des philosophes comme Deleuze, Guattari, Hockenheim, Barthes, Foucault. Et je cite assez peu ça, mais énormément de discussions dans la presse, surtout cinématographique, mais ailleurs, et à gauche, sur la sodomie comme façon de repenser le pouvoir, de réimaginer les rapports de pouvoir. Parce qu'aussi, il y a une insistance que c'est de nouveau populaire. Donc, il y a toute une presse pornographique qui sort dans les années 70, qui insiste qu'il y a un changement de comportement, que maintenant la sodomie est devenue moderne. Donc, ils vont expliquer, par exemple, que chez les Arabes, donc, il y a une association avec les pays musulmans, et c'est à cause des strictures du Coran, etc., sur les femmes enceintes. Et ça, c'est la sodomie à l'ancienne. La sodomie moderne, c'est très excitant et c'est très intéressant. Les Américains adorent ça, et maintenant les Français comprennent ça aussi. Et en parallèle, donc toute une discussion de pourquoi ce sujet, cet acte en particulier, peuvent permettre de penser la politique différemment. Et juste pour résumer, l'idée c'est qu'il y avait un problème de la gauche, elle s'est fixée sur le modèle de la classe ouvrière noble du 19e siècle, mais les conditions actuelles, il fallait regarder vers les gens qui étaient en dehors de cette classe noble, les lumpen, des gens qui ne méritaient pas le regard des marxistes anciens, et donc il fallait aussi utiliser des armes qui n'étaient peut-être pas nobles. Donc l'arme sale, l'arme on n'ose même pas parler, la sodomie donc devient une façon de penser ça, de penser comment réagir. Notamment si dans l'Antiodype de Deleuze et Guattari, il y a une utilisation de la sodomie, ce qu'ils appellent eux l'enculage, très intrigant. Et là aussi, donc il y a constamment le lien avec la guerre d'Algérie. Par exemple, le dernier tango à Paris, en fait, tout le film est centré autour d'un rapport entre Maria Schneider et Marlon Brando, donc les figures de Paul et Jean, et elle, ça, on apprend
que son père est mort en 1958 à Alger pendant le coup d'État. C'était un militaire qui est un putschiste. À la fin du film, où ils ont jamais dit leur nom, donc c'est un film sans nom, lui, ils disent, dites-moi votre nom, et il met le képi de son père, et elle prend le pistolet de son père, et elle le tue. Et puis, il y a un policier qui arrive, ça c'est en 71, on sait, à Paris, et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il est étranger, il avait une fort accent, il a essayé de me violer. C'est même pas la seule scène, la première, il y a une scène assez incroyable, avec des petits garçons qui sont en train de faire chier dans le jardin du mariage de Jean, et le domestique les chasse en criant « Allons faites chier dans votre propre pays, sales arabes ». Et le personnage de Mireille Schneider explique à Jean-Pierre Léaud, qui joue son petit copain, qui est en train de filmer la scène, qu'il a capté avec une vision parfaite des rapports raciaux dans la banlieue parisienne. Donc, c'est-à-dire toute cette histoire de ça. Donc, ça aussi, on voit l'image. Donc, on pense, alors, si on pense au dernier tango à Paris, c'est absolument pas les questions de racisme anti-arabe ou la guerre d'Algérie, mais dans toutes ces discussions, encore et encore, ça revient. Et ça, donc, c'est un film qui a quand même marqué les discussions sexuelles. Donc, les discussions sur la sodomie aussi ont beaucoup occupé les magazines pornographiques. Et là aussi, on voit à répétition ces questions. Et le dernier exemple que j'essaie de tracer, c'est les débats sur le viol. Et donc là, j'ai fait 2 chapitres, et un est sur l'importance du viol comme métaphore pour la gauche pendant les années 70. Pour expliquer le racisme anti-arabe, on pointait les accusations injustes de viol dont subissaient les hommes arabes, les maghrébins, notamment les Algériens. Et ça, c'est donc beaucoup de gens, c'est donc l'exemple le plus connu ici, c'est Dupont de la Joie. Le film de 75, avec le père et d'autres. Et donc, on va dire, c'est la scène typique du racisme français. C'est ce qui va rendre très compliqué l'effort des féministes de cibler le viol comme acte, qu'il fallait lutter contre le viol comme acte. Donc, j'essaie de tracer toute cette histoire parce que les féministes aussi étaient très, très impliqués, comme j'ai déjà dit, sur le modèle algérien. Donc, une des choses que je cite, par exemple, c'est l'importance des you-you. Toutes les manifs des féministes, il y avait des you-you. Et on disait explicitement, voilà, c'est une façon de rappeler aux flics ce qu'ils ont subi en Algérie, de se rappeler la résistance, le modèle héroïque de la femme algérienne, en l'occurrence. Mais aussi beaucoup de citations de la révolution algérienne et de la résistance des travailleurs arabes en France pour prendre comme modèle. Et quand elle ciblait les questions du viol, il y avait beaucoup d'analyses de quels sont les risques. Les risques les plus importants pour elle, c'était que les flics et la justice va cibler les plus marginaux. Donc, les viols sont massivement le fait des bourgeois, des gens de pouvoir, mais les flics, et eux, ils ciblent et c'était constamment des Arabes qu'ils citaient. Donc, elle citait tous les noms qu'elle donnait, tous les exemples qu'elle donnait de l'injustice du système de justice, et donc le risque de poursuivre une lutte contre le viol, c'était les victimes, les hommes qui étaient pris, c'était que des Arabes. Et là, finalement, j'essaie de tracer comment elle gère ça, et finalement, comment ça devient trop compliqué. Comment elle doit choisir d'abandonner cet effort de penser ces choses ensemble. Mais là aussi, une réflexion très très claire sur l'importance de la sexualité. On voit ça, par exemple, dans le rapport du gouvernement de Jacques Chirac, pour le bureau du Premier ministre, qui reprend toute une série de thèses autour du film Dupont de la Joie pour dire que le racisme en France, c'est pas seulement un résultat d'un imaginaire de concurrence sexuelle par les hommes, mais que les femmes françaises deviennent racistes parce que elles sont abordées dans la rue, et donc elles ont envie de cet homme arabe, mais elles le rejettent parce qu'elles ne peuvent pas l'accepter, donc elles créent une haine contre... Donc, toute une série d'analyses qui nient la possibilité de victimisation, soit de viol, soit d'harcèlement, mais qui aussi vont placer la question sexuelle, même au centre des discussions du gouvernement. Donc voilà, c'était une excitation constante, un intérêt constant et très érotisé, même avec, des fois en célébrant, mais très souvent en taxant, en fixant, en regardant, en insistant que c'est eux le danger, et que ce danger est sexuel. Et que dans toutes ces questions, ça façonne, dans les façons, dans les termes que je trouvais moi très marquants, les grands débats de la révolution sexuelle sur les femmes, sur le féminisme, sur la violence sexuelle qui ont un peu conclu les grands débats de la révolution sexuelle, mais aussi sur la libération sexuelle, sur les homosexuels, sur les débats de la prostitution, des grands films, etc.
parler aussi d'intellectuels comme Foucault ou Ockenham qui vont violemment attaquer les féministes pour ça, en disant en fait que leur tactique qui vise à criminaliser le viol va coûter aux Arabes. En fait, principalement, c'est eux, alors qu'ils sont déjà marginalisés, qui sont déjà oppressés par l'État, c'est eux qui vont se retrouver finalement. Et donc, ils vont les traiter de traîtres, etc. Oui, c'est très marquant. Déjà, on a eu ça avec donc Ockenham notamment, Guy Ockenham, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur lui, juste ce mois-ci, je pense, d'Antoine Dier. Dans cette histoire du phare dont j'ai parlé avant, avec le mouvement homosexuel, Ockenham va être figure clé, et lui et d'autres vont taxer les femmes, certaines qui ont fondé le mouvement, d'avoir quitté le mouvement parce qu'elles rejetaient l'importance des Arabes. Vous avez déjà entendu le premier manifeste, nous sommes fait encoller par les Arabes, donc il y a une importance qui est mise en avant pour les hommes. Et pour lui, ça explique leur dédain, leur dégoût devant cet effort de parler dans les termes crus de la sexualité. C'était ça qui leur a poussé à partir. Donc c'est intéressant, dans l'analyse que j'avais faite, dans les lectures que j'ai faites, à la fois dans la presse pornographique et notamment chez la presse gay, un basculement d'une certitude que les féministes sont des alliés plus importants pour le mouvement de libération sexuelle en général et le mouvement homosexuel en particulier, en 71, 12, 13, et 74, 15, 16, on va commencer à parler des femmes qui n'aiment pas la sexualité, qui sont des ennemis de la sexualité, qui refusent la libération parce que c'est trop risqué. Donc ça, c'est Ockenham. Foucault et d'autres, et c'est pas les seuls malheureusement, c'est énormément de gens à gauche vont s'attaquer aux féministes en disant de parler du viol, c'est à la fois d'appeler l'État à intervenir, alors que ça devrait être quelque chose géré par nous, et deuxièmement, d'être antisexuel, de criminaliser la sexualité. Et le terme qui va combiner les deux, c'est l'homme arabe. C'est-à-dire, on va fixer ça. Donc, vous êtes en train de sacrifier les hommes arabes, alors que c'est eux, les plus marginaux, etc. Donc, les féministes, ce qui m'impressionne, moi, et ce que j'essaie de mettre en avant, c'est à quel point elles prennent ça au sérieux. Comme j'ai dit, il y a des analyses très larges et très diverses sur comment gérer ce problème. Donc, il y a des films, par exemple, j'ai fait beaucoup avec des films de Carol Ossopoulos, qui est une documentariste féministe suisse, qui a fait énormément de choses en France à ce moment, où elle montre des grandes discussions entre féministes sur ces questions, où elles se rendent compte du fait que c'est ce qu'elles ont fait, ça marche. Donc, elles ont pu attirer l'attention publique sur les questions du viol, enfin, et que tout le monde s'intéresse, surtout la grande presse, aux violeurs arabes. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'elles vont, pour s'en sortir, pour s'expliquer elles-mêmes, elles vont dire, j'ai expliqué à un juge, dit une avocate, qu'est-ce qui se passerait si le juge était confronté à une femme qui a perdu son mari dans un accident de travail et qu'on expliquait que le patron, sa vie allait être ruinée s'il était mis en prison. Donc, c'est-à-dire, on utilise, en l'occurrence, c'est une femme arabe, d'un travailleur maghrébin arabe. C'est la seule fois où on va discuter de la femme arabe. Et la victime, c'est son mari. Encore une fois, même le rôle même des féministes n'arrive pas vraiment à parler. Donc ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué. J'essaie de trouver la place des femmes arabes, dites arabes ou algériennes, dans ces discussions. Il y en a très peu, même là, même des féministes, pour utiliser l'exemple d'une femme arabe, juste pour exemple, d'expliquer que on peut mettre des hommes arabes en prison parce qu'elles ont commis des crimes, et donc on ne peut pas se soucier trop de ça, etc. Mais il y a un énorme effort de faire ça, et à un moment, ces attaques sont si constantes, et rien que les féministes... Donc si les féministes proposent, par exemple, qu'on ne veut pas les mettre en prison, on veut avoir soit une publicité certaine, ou soit un amende, donc un auteur va publier tout un livre, les attaquants, on dit c'est le comble de l'hypocrisie, c'est bonne femme qui veut se sentir bien, donc elle ne veut pas la prison, soi-disant. Donc tous les efforts de penser en termes de comment répondre à un système répressif vont être niés. Donc c'est ça qui pousse les féministes, selon moi, à abandonner ces efforts de pensée qui sont assez intenses, de penser ensemble l'histoire coloniale de la France, l'histoire d'un racisme actuel de la France et leur lutte à elle. En l'occurrence, la libération de la femme, et parmi ces luttes, la lutte contre la violence, qui va donc disparaître. Et on va avoir des analyses très claires en 78, 79. Il reste des féministes, beaucoup de féministes, même à l'IMI par exemple, qui vont continuer de poursuivre ces combats, mais à part. Disons, voilà, ça, on va garder l'œil fixé sur notre question. Ce qui est très différent, là, juste brièvement, un des exemples que je disais avant, c'est une femme qui s'appelle Mai, qui est une femme qui s'identifie en tant que franco-vietnamienne, qui a raconté son propre viol, qui était le sujet d'une grande discussion en Libye en 73, la discussion s'est arrêtée à cause des accusations de racisme, parce qu'elle a dit qu'un homme
noir, donc un Antillais, l'a violée. Donc elle, franco-vietnamienne, lui, une Antillais, une noire, et toutes les lettres, c'était au sujet des Maghrébins et des Arabes. Donc elle va raconter son propre viol en disant que le viol, c'est l'impérialisme de tous les jours. Donc c'est ça à quel point les féministes utilisaient une optique anticoloniale pour répondre à ces questions. Et à la fin, on va dire non, c'est pas là, il faut séparer ces luttes. Vous parlez dans l'introduction, je crois, de Spivak en citant son livre Comment les subalternes peuvent-elles parler, qui répond du coup dans son livre que non, les opprimés ne peuvent pas parler parce qu'ils doivent le faire dans la grammaire de la structure qui les oppresse. Alors, la question c'est comment, parce que vous en citez beaucoup, comment les Maghrébins et les Algériens en particulier à cette époque-là parlent eux de l'homme arabe et du rapport au sexe. Ouais, donc, un des efforts que j'ai fait c'est des sources diverses, mais j'ai fait un vrai effort de chercher ce que j'appelle les perspectives maghrébines. Parce que c'est un moment où il y a enfin des gens qui parlent, quoi, qui sont publiés, qui font des films, mais aussi qui écrivent des lettres. Donc, j'ai beaucoup, les petites annonces, par exemple, en Libé, à l'époque, il y a le Sandwich Magazine, qui a des petites annonces dedans. Donc, j'ai cherché dedans pour trouver des gens qui s'expriment, qui s'identifient au moins en tant que maghrébin, soit avec le nom, soit avec des termes explicites, et beaucoup d'autres. Et ça s'avère qu'il y en a pas mal, quoi. Donc, voilà, j'ai cherché d'avoir ça. Donc, les deux termes, donc je parle de l'analyse de Spivak, parce qu'à la fois, ce qui m'a marqué, c'est à quel point, surtout ce qui est publié, ou les films, par ces auteurs, dites maghrébins, qui s'identifient en tant que tels, parlent de sexe. Et presque tous. Et là, j'ai pu regarder, c'était pas simplement une observation, j'ai pu regarder dans les archives des maisons d'édition qui sont à Caen, il y a une archive là-bas, et j'ai trouvé qu'en fait, c'était pas simplement moi qui notais qu'ils parlaient tous du sexe, eux aussi, ils disaient ça. Donc, ils disaient, il faut donner la parole aux opprimés, ils sont exclus de la parole publique, il faut donner la parole à ces gens, tout le monde doit entendre les voix qu'on n'a pas entendues avant. Et, deuxième phrase, et ça va beaucoup parler de sexe. Ou ça ne parle pas encore du sexe, mais ça va arriver. Il m'a dit que ça va être comme la 1001 nuits d'une Algérienne à Paris. Ça va être rempli d'histoires sexuelles. Donc la certitude que ça allait vendre, parce que le consommateur français savait que si c'était un auteur maghrébin, ça allait parler du sexe. On voit dans les archives. Et c'est les exemples qui marquent cette discussion sont la répudiation, le roman de Rachid Boujedra en 69. Et Tara Benjeloun, La plus haute des solitudes, c'est la misère de l'émigré nord-africain en France. Ça, c'est autour de 75, je crois. Qui vendent énormément d'exemplaires. Dans les films, mais donc voilà. Donc ça, c'est une partie. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas le choix. Et donc, quand des gens sont interviewés, on les pose la question, vous êtes syndicaliste d'origine maghrébine, expliquez-nous pourquoi les Maghrébins, vos compatriotes vont au bordel. Là, okay, donc il n'a pas le choix, il faut qu'il parle. Les interviews à la télévision, on leur demande aussi. Donc j'ai beaucoup regardé les archives de la télévision française de l'époque à l'INATEC. Voilà, donc cette parole, c'est des gens sont interpellés constamment. Ils n'ont pas le choix. Donc il faut parler. Si vous parlez, dites-nous quelque chose qui nous intéresse. Et donc dans les témoignages, parce que c'est l'ère du témoin, dans les années 70, on va entendre des témoins. Donc il y a ça aussi. Donc il y a beaucoup d'exemples. Donc même le Phare, par exemple, dans cette numéro de Tout Magazine et dans Recherche, les Arabes et nous, ils vont interviewer dans un café mort des gens. Expliquez-nous vos rapports avec les homosexuels. Donc il y a ça, c'est spivakien. C'est-à-dire on voit qu'ils sont forcés de parler de ça. Ils n'ont pas le choix presque. Et quand même. Donc j'essaie de mettre en avant à quel point quand même il y a toute une série d'auteurs qui arrivent à faire autre chose. Notamment, je parle beaucoup d'une film de Nasser Khattari, une film qui s'appelle Les Ambassadeurs de 75, qui j'adore, qui est basé sur le meurtre de Djelali Ben Ali dans la Goutte d'Or, une jeune Algérien qui a été tuée par son concierge en 71 à cause de la jalousie. Donc 15 ans, et le concierge l'accusait d'avoir couché avec sa femme. Et donc, ça devient une cause célèbre, avec toute une série d'intellectuels, avec Danko, Sartre et d'autres, manifestent à la Goutte d'Or. Et donc, le film raconte ça. Et il montre toute une série de scènes. Donc, une série de scènes où les mecs, j'en ai déjà parlé, je pense, visitent une maison d'abattage. Et c'est une mise en abîme incroyable où ils disent, personne n'oserait montrer, c'est la honte des Arabes, personne n'oserait montrer ça, il aurait trop honte que sa mère le voie. Personne n'oserait filmer ça. Donc, une mise en scène de ça. Une scène de drague homosexuelle
très intéressante avec 3 jeunes dans un bar de Pigalle où un journaliste français leur explique « Oui, moi je suis journaliste, j'essaie d'aider des gens, j'ai fait un reportage dans un camp de transit et c'est très bruyant ici, quand vous voulez pas venir chez moi, oui, ce qui m'intéresse c'est le contact humain. » etc. Et en fait, on découvre que les 3 jeunes, il y a une discussion, et puis eux, ils sont très au courant. C'est-à-dire, on voit que des gens, et ça, c'est ce que j'essaie de montrer aussi, c'est à quel point ces auteurs, ces réalisateurs montrent, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce que les Français disent sur eux. Il n'y a pas, donc, c'est ce qui est une des fantasmes, c'est qu'ils sont naïfs, que leur rapport à la sexualité n'a rien à voir avec le carcan occidental, que c'est libre. Donc, tous ces auteurs montrent à quel point des gens sont en train de commenter sur ce qu'ils voient comme le regard français entre eux. Donc, ils utilisent les termes, même dans les petites annonces. On voit, ils jouent avec les fantasmes, les stéréotypes qui sont avec. Et donc, pour moi, cet effort de penser la perspective maghrébine, de vraiment prendre au sérieux à quel point des gens qui sont d'origine, qui s'identifient comme d'origine maghrébine, jouent un rôle très important dans l'histoire française, de ce moment en particulier, et qu'on a évincé, qu'on fait comme si que les étrangers, alors qu'ils jouent un rôle, ils sont en discussion. Dans les discussions sur le mouvement gay, j'essaie de montrer à quel point toute une série d'auteurs maghrébins fait des commentaires sur les discussions gays, sur l'intérêt gay sur eux, etc. Donc, il y a une vraie discussion et que certains auteurs gays répondent. Mais c'est aussi pour montrer que cet intérêt gay, homosexuel, pour les hommes dits arabes, ou le problème des féministes, doivent être mis comme la perspective maghrébine dans un tableau plus large. C'est-à-dire, on peut pas avoir accès à la voix maghrébine, mais on peut, je crois, à l'opposé de Spivak, je crois on voit des choses un peu différemment. C'est sûr que j'essaie des nuances, des choses qu'on voit pas dans les autres sources, on paye vraiment attention à ce qu'ils disent des gens qui ont écrit, surtout des artistes à ce moment, qui sont d'origine maghrébine, mais que les féministes et les homos français ont des problèmes, mais que ce sont des problèmes qui sont français. C'est-à-dire qu'ils partagent, et ça, c'est ce que j'essaie de faire avec les discussions sur la prostitution, sur la sodomie qui n'est vraiment hétérosexuelle plus que c'est homosexuel à ce moment, sur les débats sur le viol, à quelles sont ces discussions sont très larges, que c'est pas que les féministes, que les homosexuels, etc., qui ont ce problème, que c'est quelque chose qui est représentatif, ou qui détermine, pas détermine, mais qui façonne toute une série de discussions en France. Cette histoire, vous la faites un peu arrêter en 1979, qui est un tournant. Donc je vous cite. En s'intéressant à l'année 1979 comme un pivot, on peut comprendre comment certains ultranationalistes influents comme Renaud Camus, qui s'appelle le théoricien du grand remplacement, et Marine Le Pen ont réussi à faire la synthèse entre les préoccupations de l'après-1962 et celles de l'après-1968. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, du coup, 1979, c'est l'année de la révolution iranienne, et particulièrement, c'est l'année tournante? Oui, donc, à gauche, comme j'ai indiqué, je trace un peu l'épuisement. Il y a des efforts, pas des efforts, mais un engouement pour parler de l'Algérie, de l'homme arabe héroïque, de la révolution algérienne, de la révolution arabe, comme modèle. Et spécifiquement pour changer, de penser différemment des questions genrées et sexuelles. Et qui s'épuisent. Donc, chez les homosexuels, le phare va disparaître et toute une série d'accusations d'autres écrivains, militants pharistes même, vont dire vos discussions, vous prétendez que c'est politique, mais c'est vraiment raciste, il faut abandonner, et ça s'arrête, la question politique. Bien que chez les homosexuels, c'est notre chapitre, le monde homosexuel des années 70, l'intérêt est très, très étendu, mais ce qui devient de moins en moins présent, c'est l'analyse politique. Chez les féministes aussi, cette histoire d'épuisement. Donc ça, c'est une histoire qui se passe dans les années 70. 79 et la révolution iranienne m'intéresse parce que ça cristallise ce rejet, cet abandon. Donc il y a un épuisement, c'est trop difficile de faire cette référence, d'invoquer ce modèle. La révolution iranienne est victorieuse en février 79. Autour du 8 mars 79, donc c'est le jour international des droits des femmes, il y a toute une série de reportages en France qui annoncent, surtout dans la presse de gauche, ce qui se passe en Iran, c'est la fin de la liberté pour les femmes et l'exécution des homosexuels. Donc, le voile est imposé, l'effort de protester contre ce voilement imposé est réprimé, et à côté, toute une série d'exécutions
d'homosexuels. Donc il y a un petit flottement, surtout au sujet de ce deuxième sujet, où des journalistes français vont dire ouais, c'est pas très clair en fait. En fait, c'est des proxénètes ou des pédophiles, des violeurs pédophiles. Il y a eu toute une histoire qui finalement n'est pas vraiment dans le livre. J'ai énormément de recherches sur les débats sur la pédophilie à la fin des années 70, qui aussi tournent sur ça. Donc il y a eu ces débats en France. Mais là, on va dire non. Et donc c'est ce qui m'intrigue, c'est à quel point ça permet de passer d'une frustration envers le modèle de l'homme arabe à une nouvelle attention vers la femme musulmane. Bien évidemment, l'Iran n'est pas arabe. Mais l'islam devient ce qui est central. La femme musulmane et les homosexuels dans un pays musulman en tant que victimes. Donc, ils sont victimes. Donc, c'est-à-dire, l'Occident, dans cette histoire, n'a rien à apprendre. La France n'a rien à apprendre de cette histoire, surtout de leur façon de gérer, des façons d'autrui, de gérer les rapports sexuels, de gérer les rapports entre genrés. La France n'a que des leçons à donner. Ou des groupes de soutenir. Ceux qui sont comme nous, on peut les soutenir. Il y a des féministes là-bas. Donc, il y a toute une série de débats entre féministes, excusez-moi, parce que c'est international. Il y a Kate Millett qui vient en France pour expliquer le voyage qu'elle a fait avec Simone de Beauvoir, Françoise Gaspard et Claude Servan-Schreiber et d'autres Françaises et d'autres de tout le monde, de partout dans le monde, vers l'Iran pour essayer d'expliquer sur ces questions de bafouement des droits des femmes. Et elle revient, il y a toute une série d'analyses d'autres féministes qui disent qu'elles n'ont rien compris. Elles prétendent comme si c'est une question de religion en général, mais c'est une question de l'islam. L'islam, c'est le problème. Et ça, on commence à avoir le retour en force d'une analyse de la révolution algérienne qui était assez absent, surtout à gauche, mais en général en France, bien que très présente pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'était une guerre musulmane. C'était une lutte pour les musulmans, contre les chrétiens, contre les civilisations, contre la lumière. En 79, dans la presse française et notamment la presse de gauche, on va revenir sans cesse sur l'idée que l'Algérie aussi, toutes les fautes, tous les problèmes avec la révolution algérienne, c'est parce que c'était musulmane. C'est un pays musulman, c'est une révolution musulmane. L'Iran, comme l'Égypte, tous ces pays où on pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant, en fait, ils sont déterminés par l'islam. Et c'est ce qui fait que ces gens-là victimisent les femmes, les homosexuels, alors que la France est en train de les libérer. Donc, c'est la disparition du figure on marginalise l'homme arabe à gauche, on fixe sur l'homme arabe, l'homme musulman qui revient. Donc, c'est ce qui a imprégné cette discussion sur l'homme arabe, c'est l'hypervirilité, brutale ou autre. Donc, ça va être un arrière-fond. Mais la femme, comme victime, va revenir au devant de la scène et va être la figure qui cristallise le bon. Donc c'est ça qu'on en voit. Donc l'histoire de Renaud Camus, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant aussi. Lui, sur le côté homosexuel, va s'attaquer en 78 et 79 à l'intérêt d'autres homosexuels, notamment Guy Ockeghem, pour le modèle méditerranéen, le modèle arabe, en disant que non, c'est que la France a découvert, le monde occidental est en train de découvrir la vraie liberté sexuelle, qui est pas de rôle sexuel, pas de actif et passif, tout est permis. Et lui, il identifie le système de rôle, donc un système genré où un homme joue la femme et l'autre homme joue l'homme, ou une femme joue une femme et l'autre femme joue l'homme, dans les rapports homosexuels. Ça, c'est une culture de rôle et il l'assigne aux Arabes. Donc c'est les Arabes qui ont ça et c'est néfaste. C'est arriéré, c'est féodal. Donc, ce moment-là, on va passer où une histoire où l'Occident et la France, notamment, n'a que des leçons à donner. Ceux qui sont là-bas sont que des victimes qui peuvent être aidés ou soit peuvent s'en sauver en venant en France. Et c'est ça, je crois que le lien est très fort. C'est-à-dire, on va éliminer la figure de l'homme arabe révolutionnaire qui, notons, est une figure problématique, gravement problématique. Je soutiens absolument l'idée de réduire quiconque à un modèle. Mais pendant ce moment, c'était une façon de penser le rapport politique de la France avec ces questions coloniales et questions de racisme actuel en France. Et ça a disparu. Donc ça permet une certaine discussion, une certaine idée, à la fois du féminisme et de l'homosexualité, la lutte pour les droits des homosexuels, qui se concentre sur la normativité, mais aussi sur la protection contre la violence, et la façon que des gens comme Le Pen, Marine Le Pen, Philippot, Renaud Camus, combine ces deux. Je trouve que c'est assez lié à ce qui se passe en 79. Au moins, il y a des choses. Par exemple, Renaud Camus, face à les viols, cette soirée à Cologne, de Saint-Sylvestre 2015, a fait toute une pointe de presse où il disait que ne vous inquiétez pas, il y a un front de libération nationale qui s'est organisé en France pour résister contre l'invasion musulmane. Donc ça, c'est en 2016, en janvier 2016. Un front de libération nationale, donc c'est le nom du front de libération nationale algérien, donc révolutionnaire.
Donc, ils reprennent exactement ces termes de la lutte algérienne pour prétendre que maintenant, c'est les Français qui se défendent contre les musulmans, les envahisseurs. Je vous ai entendu ce midi du coup à France Culture et vous avez une phrase qui m'a marqué aussi, c'est vous avez dit j'aurais aimé faire un simple livre d'histoire, mais en fait ça revient toujours en fait. Et est-ce que vous diriez que la France de 2017 du coup avec voilà les tribunes permanentes de Zemmour qui fait beaucoup référence à l'Algérie, de Robert Ménard donner le nom d'une rue à un militant de l'OAS, avec les réactions hystériques qu'on a eues après les déclarations de Macron en Algérie sur les crimes contre la colonisation. Et l'état d'urgence aussi, qui est une mesure de la guerre d'Algérie dans laquelle on est depuis 1 an et demi. Est-ce que vous diriez que la guerre d'Algérie, elle est plus que jamais présente encore aujourd'hui en France? Le racisme, au moins. Et ces termes, je pense aussi à l'affaire l'affaire Théo, cette histoire de sodomisation et le débat autour de est-ce que c'était une viol ou pas. La façon que, je ne sais pas le nom de ces deux auteurs, où on a sorti les tweets et tout ça, mais la façon que les journalistes fixent sur les tweets qui parlent de l'enculé, machin. Donc cette histoire d'humiliation, que les Français sont humiliés par ces jeunes, que une bataille de virilité se joue. L'histoire de Macron, oui, c'est pas une surprise que les associations de rapatriés l'attaquent, mais le fait que personne ne dit rien, ou soit ils sont choqués, ça je trouve oui, c'est très très présent. Donc ça revient en force, et surtout depuis récemment. C'est rejoint par... donc moi, c'est ce que j'essaie de... Bien évidemment, l'histoire de l'arabe, c'est différent, distinct, bien que lié avec la façon qu'on parle du musulman actuellement. C'est une des raisons que j'utilise le terme, j'essaie d'explorer ça dans le livre. Donc c'est différent, mais oui, ça revient en force. C'est très sexuel et sexué, avec la façon qu'on a parlé du type qui s'est fait exploser, qui a tué plein de gens à Nice l'année dernière, c'est une prostituée homosexuelle qui a fait X et Y. Donc on revient sur ces termes, donc on parle constamment des martyrs, des vierges, on sexualise la discussion, on revient maintenant énormément sur le voile, encore et toujours, mais aussi qu'on est constamment dans une discussion de l'humiliation. Et dans des termes très sexuels, je trouve, très crudes, très rudes. Donc, Zemmour, c'est emblématique, c'est un type qui ne parle que de la sodomie, de qui va enculer qui, que la France, c'est que les hommes, qu'il y a une bataille d'hommes. Le parti central de son dernier opus, un pamphlet, là, avec le suicide français, c'est Nous sommes tous des Dupont-la-Joie. Donc, il reprend ce film pour dire que, voilà, c'est à ce moment-là qu'a commencé de traiter les pauvres Français de racistes. Alors, ils ne peuvent pas répondre maintenant à l'invasion et l'humiliation dont ils subissent constamment aux mains des Arabes, des Africains, etc. Donc, ouais, mais ça s'empire. Oui. Et c'est mon pays aussi. Donc là, avec le président actuel de mon pays, quand il a annoncé sa campagne, c'est les deux termes qui ont sorti dans la presse, c'était l'invasion mexicaine des États-Unis et qu'ils nous envoient des violeurs. Donc, ils sont en train de violer les Américains. Et ce n'est pas une surprise qu'il y a des liens directs entre Bannon, son conseiller actuel d'extrême droite américaine, et surtout Alain de Benoît, et la nouvelle droite plus largement. Donc, ils ont des liens directs, ils reprennent des thématiques. Avant-hier, son idée qu'il a annoncé Trump, là, puis il allait faire une liste de tous les crimes commis par les immigrés sans papier. C'était une idée proposée par la nouvelle droite dès 1966. Donc, ils ont constamment insisté qu'il nous faut des chiffres qui nous montrent à quel point ils sont en train de commettre des crimes. Bien que la police, comme j'ai regardé les archives, je peux vous rassurer que la police est constamment en train de faire ces listes et constamment ils disent en fait c'est faux, commettre moins de crimes et surtout moins de crimes sexuels que la population générale. Donc oui, je suis terrifié par ce qui se passe chez nous aussi. Et ça revient. C'est des termes différents et je crois que c'est post-62, c'est ça. Il y a le transfert, la façon que c'était géré, c'est... Par certaines personnes, c'est un retour des luttes, mais c'est pas les pieds noirs qui ont ramené le racisme ici. Il y a quelque chose de spécifique qui s'est développé dans l'après, où l'idée que la France a été humiliée et est en train d'être humiliée, surtout par des gens qui sont quand même français à l'intérieur de la France, est très troublante et ça se joue vraiment sur des termes sexuels, mais qui ont des implications nettement plus larges, je pense. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de boire un verre si vous le souhaitez. Merci.